routière de l'information Saint-Élie-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ses équipes, se retrouve en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes à la gare routière de l'information avec Olivier Adja, Acha Ibrahim, Francisco Napokura pourra être rejoint en studio par Isidore Sassou Akolor. Nous reviendrons sur la controverse autour de notre constitution. Aujourd'hui, le président de la République demande à l'Assemblée nationale de relire le texte pour une belle proposition qui reçoit à peu près l'assentiment de la majorité des Togolais et dans l'opinion beaucoup d'interrogations, comme ce matin le confrère L'Intelligent qui pose clairement la question: nouvelle constitution, que peut proposer de nouveau l'Assemblée nationale en deuxième lecture? C'est autour de ce sujet-là que je poserai des questions donc à mes confrères en studio. Les législatives et les régionales, la campagne électorale démarre demain. Pour quel enjeu réel? Et puis le Sénégal et Bassirou Diomaye Faye, nouveau président de la République du Sénégal, qui nomme son mentor Ousmane Sonko Premier ministre. Un pouvoir à deux têtes. Y a-t-il des risques que ça ne marche pas? La jeunesse est au pouvoir au Sénégal. La jeunesse en Afrique, à faire attention, c'est entre autres questions que je poserai à mes confrères, vous verrez que ce sera passionnant. Et vous aussi, auditeurs, vous nous écoutez sur la radio, vous pouvez aussi participer au débat au fur et à mesure. C'est vrai qu'à 12h20, on vous donnera la parole pour le direct, mais avant cela, vous pouvez nous envoyer vos messages à SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM Lomé avec mes confrères en studio. Bonjour Olivier Adja. Bonjour grand citoyen d'État Eric. Bonjour aux confrères en studio. Et ça fait un bail, donc oui, je dirais. Il s'est tellement passé beaucoup de choses. Absolument, mais c'est des retrouvailles et c'est encore un plaisir. Merci d'être là. De reprendre. Merci d'être là. Bonjour, rebonjour Francisco Napokura. Bonjour. T'es un peu discret. Tout va bien? Oui, ça va. Très bien. Bonjour Acha Ibrahim. Bonjour Saint-Éric Gator, bonjour aux confrères en studio, bonjour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci d'être là. Bonjour Isidore Sassou Akolor, merci de nous rejoindre à l'antenne. Bonjour Eric, toutes mes excuses d'avoir échappé. Non, vous n'avez rien manqué de toute façon. Non, pas cette émission, la précédente. Ah oui, c'est arrivé. Oui, nous étions retenus par un atelier au niveau des forces de sécurité et de protection. Fosel R. Fosel R. C'est ça. Parce que les régionales sont ajoutées. Et nous étions, je sors comme ça de là. Et bon, après on peut faire des commentaires. On va en faire, puisque les citoyens, il y a des sujets comme les législatives, mais beaucoup plus cette nouvelle constitution qui donc cache à peu près ce qu'on appelle les régionales. Aujourd'hui, dans l'opinion, beaucoup ont du mal à savoir ce que c'est que les régionales, les conseillers régionaux, à quoi ça servira réellement. On sait au moins que les sénateurs, il y en a une partie qui sortira, n'est-ce pas, de ces conseillers régionaux. Enfin, vous allez nous expliquer tout ça tout à l'heure et on verra bien. Merci en tout cas d'être là et nous allons commencer ce débat en ayant une pensée positive, en envoyant des ondes positives à notre confrère Apollinaire Mewene-Messé qui croupit depuis quelques jours donc à la prison civile de Lomé. Une pensée pour lui. C'est confirmé? Est-ce à la prison ou il est toujours à la Bon, de toute façon, il a été déposé.
On a pris un mandat de dépôt contre lui. Il est inculpé. Et il n'est pas en liberté, de toute façon. Oui. Il n'est pas en liberté. Et quand on n'est pas en liberté, c'est pareil. Hein? C'est pareil. C'est pareil. Mais entre la prison civile de Lomé et les geôles, enfin, la garde à vue au niveau de la BRI, ce n'est pas la même chose. Oui, mais en même temps, la BRI, il n'est pas assis sur les bancs. Hein. Il est mis dans les cages. Hein. Absolument. Absolument. Il est mis dans les cages, donc c'est pareil à peu près. C'est ça même qui crée le problème, des soucis. On a dit qu'on a déposé la personne et la personne ne se trouve pas en prison. Si quelque chose advenait. Bon, mais je crois que c'est mieux encore. On ne demande pas qu'on l'envoie. Non, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est pas ce qu'on souhaite. Le cas de Boudjouna a été très illustratif. Oui. Il a passé mon gendarmerie. À la gendarmerie, avant d'être déposé à la prison civile de Tchévier. Et quand vous après vous faites des papiers à l'international, on se pose la question, mais on a déjà déposé la personne et il se trouve encore la gendarmerie. Voilà les situations qui font que nous ne sommes pas dans un état de droit. Alors, est-ce que la presse est unanime sur le sujet qu'il faut qu'on lâche les baskets à la presse togolaise aujourd'hui, Acha Ibrahim? Non, mais nous sommes unanimes, puisque nous avons vu des confrères qui ont été embastillés et dans des conditions que nous-mêmes n'avons pas, à proprement parler, acceptées. Parce que même quand on parle d'un délit de presse, et surtout que dans ce pays où on dit qu'il y a la dépénalisation de la presse, des délits de presse, donc il va de soi que quand il y a un souci avec des journalistes, quand il y a un problème de délit de presse, qu'on fasse tout pour que le journaliste ne puisse pas aller en prison. Quand vous enfermez un journaliste, c'est comme si vous êtes en train de teindre une voie, vous êtes en train de teindre une lumière, vous êtes en train de ne pas donner l'opportunité à la population de s'exprimer, puisque nous estimons que nous sommes le porte-voix de la société. Lorsqu'il y a des situations dans le pays et tout ça, là, le gouvernement n'arrive pas généralement à pouvoir identifier ce qu'il y a comme cri de détresse dans la population. C'est nous qui coutonnons la population. Et lorsqu'il y a des situations, c'est nous qui remontons l'information, c'est nous qui publions les informations et les autorités saisissent ces informations-là pour pouvoir agir. Et donc, quand on emprisonne un journaliste, c'est comme on prive le pays d'une lumière. Et ça, ce n'est pas du tout bon. C'est pourquoi, au niveau de la presse, nous sommes tous unanimes que la place du journaliste, ce n'est pas la prison. Il y a des dispositions au niveau du code de la presse, on peut sanctionner. Lorsqu'on a sanctionné notre confrère pour, au niveau de la HAC, à 3 mois de non-parution, c'est vrai que nous avons été gênés, c'est très douloureux, parce qu'un organe de presse qui ne va pas servir de l'information pendant 3 mois, vous voyez un peu ce que ça cause comme perte, ce que ça cause comme, en tout cas, ce que nous appelons démotivation au niveau des rédactions. Ça fait 12 parutions. Hebdomadaire. C'est un hebdomadaire. Vous voyez, et sans oublier aussi, vous voyez comment le doyen travaille avec ardeur, avec tout ça là, mais 3 mois sans pouvoir travailler, tout ça là, ça démotive, ça crée aussi beaucoup de problèmes au niveau de la rédaction, parce que vous allez voir qu'à la reprise, il ne sera plus beaucoup plus prolifique. Moi, je me rappelle dans un passé récent que ça a été préjudiciable pour notre confrère Liberté. Tout à fait. Liberté sanctionnée, privée de parution pendant un moment. Et quand ils ont repris, la rédaction était décimée. Parce qu'on perd les réflexes qu'on avait. Et les journalistes sont partis. Ils vont partir. Oui, c'est compliqué. Donc voilà, donc il y avait déjà ce problème. Et maintenant, on le prend encore pour le même fait. On l'amène en prison, vous voyez, donc ça fait double punition. Alors là, il y a une peur aujourd'hui quand même qui plane, qui est réelle aujourd'hui sur la presse togolaise, parce qu'il y a encore des procès en attente aujourd'hui. Personne ne sait ce qui adviendra. Il y en a qui sont en veilleuse, il y en a qui sont actifs, hein, comme le cas de Francisco Napokora qui est encore frais. Comme mon cas aussi. Votre cas aussi, et Jérôme Sossou aussi. Et voilà. On va encore se rendre là-bas. Comment? Nous serons tous au marché. Le 8 avril. Le 8 avril. Ah, vous serez tous là-bas. Vous serez au moins 3 ou 4 journalistes au tribunal pour un procès. 8 mai, non, pour toi, bien 8 avril. 8 mai. Oui, mais nous, c'est 8 avril. Ah, 8 avril. Ah, d'accord, très bien. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a une peur aujourd'hui quand même qui est sur la presse. Et pourtant, elle va jouer un rôle central pour ces élections à venir.
Olivier. Oui, bien sûr. Donc, bon, permettez-moi de revenir d'abord sur la situation du doyen Emmanuel Mercier. Allez-y. Et je ne vais pas dire que nous sommes indignés, mais nous le sommes. Et il y a aussi un fait, c'est que, et là, c'est les juristes qui vont nous éclairer, même s'ils ne sont pas ici. Est-ce qu'on peut juger une personne pour le même fait 2 fois? Ça, je ne sais pas, mais le peu que je sache, c'est que pour le même fait, on ne peut pas juger une personne plus de 2 fois. Maintenant, peut-être la nuance, on nous dira que la HAC n'est pas une juridiction traditionnelle, donc une juridiction installée. C'est un tribunal des pairs, entre guillemets, bien sûr. Donc, peut-être, mais je crois qu'il y a un fait ou quelque chose de très inquiétant. C'est que selon les procédures, on nous a toujours dit que on peut régler les plaintes et les affaires devant les institutions établies pour connaître en tout cas du travail des juges et des métiers des journalistes, je veux dire. La HAC s'est saisie de l'affaire. La HAC a sanctionné le confrère, le doyen, et c'est une sanction qui lui interdit pendant 3 mois de paraître. C'est déjà beaucoup pour un journaliste qui vit donc de son travail et maintenant aujourd'hui se retrouve entre les liens de la détention pour la même affaire. Or, on nous a dit que le particulier l'emporte où? Donc toujours sur le général. C'est un principe de droit. Donc ce sont des questions depuis que l'affaire s'est posée que moi personnellement je me pose. Alors aujourd'hui, en tant que journaliste, on est pris en étau. On peut alors être aussi bien poursuivi et être discipliné ou discipliné. Oui, parce que dans ce cas, par exemple, vous sortez un article qui incrimine A, B, C, D. Le A peut vous poursuivre aujourd'hui, on vous condamne. Demain, le B aussi peut sortir avec la même affaire. On peut vous arrêter, vous condamner pour la même affaire. Après-demain, c'est le C qui intervient. Parce que c'est ce qu'on est en train de voir, puisque dans la même affaire, la HAC est intervenue déjà. Il y a la justice qui intervient aussi. Un grand problème. Parce que je prends le cas Ferdinand, le cas Joël Ega, père son âme. On nous avait dit que c'est parce qu'ils n'avaient pas utilisé les colonnes de leurs journaux qu'ils se retrouvent dans la situation où ils sont détenus. Pareil pour le Lawson et... Absolument. Et c'était la raison principale. Et on s'est dit, bon, à quelque part, il y a une raison, il y a une vérité. Mais aujourd'hui, le cas du doyen vient brouiller toutes ces pistes, toutes ces réalités établies qu'on nous avait imposées. Le doyen a fait un travail dans les colonnes de son journal. D'accord? Et c'est pourquoi la HAC s'est saisie de l'affaire. Et on a vu ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, le particulier a agi, mais le général est en train d'agir et on lui impose, ou on lui applique maintenant le droit commun, c'est-à-dire le droit pénal. Donc, je l'ai dit au départ que je ne suis pas un juriste assermenté, j'ai quelques notions. Donc, on a besoin de l'éclairage des autres, mais quand même, on se pose des questions. Et sur la procédure, sur ce qui se passe, on ne dit pas que le doyen n'a pas fauté. Ce n'est pas ce que moi je dis, vous m'excusez. Non, on n'est pas dans le fond du dossier. Oui, on n'est pas dans le fond du dossier. Oui. Mais sur la forme et sur la procédure, je me pose des questions en tant que citoyen lambda d'abord et en tant que journaliste ensuite, pour savoir à quoi s'en tenir pour donc demain. Alors, il y a un auditeur qui nous dit nul ne doit être poursuivi ou puni pour les mêmes faits 2 fois, que ce soit concurremment par les tribunaux des pairs et les juridictions étatiques. C'est vrai que c'est un sujet qui... le confrère, je crois, encore une fois, l'intelligent l'écrit ce matin, Clémence pour notre confrère Apollinaire MSC, toujours en prison. Oui, Clémence, on en a toujours parlé dans les cas passés. Clémence, mais en réalité, c'est ce qui se passe là. Est-ce que il ne faut pas voir ce que la loi dit et qu'on respecte la loi, Isidore? Vous voulez placer un mot tout à l'heure, on en parlera ensuite à Francisco. Non, pas seulement un mot. Vous m'avez appelé. Vous m'avez appelé le jour là. Oui, si, bien sûr. J'ai fait un développement. Exactement. Et je maintiens ce développement.
tout n'est que question d'interprétation des tests. Si la HAC, qui est notre institution de régulation, n'a pas pu déceler les charges qui aujourd'hui sont portées contre notre confrère, mais il se pose un sérieux problème de qualification des faits. Je maintiens cela. Nulle part, toutes les charges ou les chefs d'accusation, il n'a pas explicitement dit dans son article. Il se pose véritablement un problème de qualification des faits qui aujourd'hui on dit que bon, outrage à l'honneur, à la dignité du président de la République, atteinte à la sûreté de l'État, mais la HAC n'a pas la capacité. Il y a aussi atteinte à la sûreté. Appel à la sédition. À la sédition. Oui, à la sédition. Quand vous parlez de sédition, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, mais en même temps, on n'a pas dit comme ça. Non, ce n'est que question de terminologie. Bon. Question de sémantique. Ah ouais, sémantique. Oui, sémantique. Oui. Donc, si la HAC, qui est notre autorité, n'a pas qualifié la charge à ce niveau, et qu'aujourd'hui, on poursuit notre confrère parce qu'il y a des dispositions du code pénal. Non, de la presse. Oui, bon, oui, il y en a, mais s'il advenait il y a des éléments qui relèvent du pénal. Oui, s'il advenait qu'un journaliste, dans son écrit, appelle à l'insurrection, à la reine tribale, ces choses-là, c'est le droit commun qui vous sera appliqué. Mais dans ce cas d'espèce, la HAC, qui est notre autorité, aurait pu dire que bon, voilà, telle est la situation, on ne vous condamne pas, on vous envoie directement. Je ne suis pas compétent à me prononcer sur ces faits-là. Mais la HAC a déjà puni, comme le dit tantôt, pour une même faute, on vous punit 2 fois. Nulle part ça n'existe. Ça touche l'éthique et la morale. Nous ne sommes pas notre première. Oui. Le cas de Liberté, dans l'affaire de voiture qui est le Premier ministre. Oui. Le cas de Tampa Express. Oui. C'est la même chose. Mais Liberté a fait appel, il a gagné, je crois. Liberté a fait l'appel, a gagné. Mais l'affaire demeure. Ça demeure. Oui. Liberté est toujours inculpé pour cette même affaire. À la cour d'appel. Oui. Pareil pour Tampa Express, qui a été sanctionné pour 3 mois, mais on le poursuit aujourd'hui toujours en justice. C'est le cas de Mena Messé qui ne jouit pas d'une liberté. Parce que je me rappelle encore, comme c'était hier, quand à l'époque, Tampa Express a été sanctionné par la HAC. Oui. 3 mois. Et poursuivi au tribunal. Francisco avait dit que c'est une jurisprudence et que si on n'y prend garde, ça va être dupliqué. Nous avons dénoncé ça. On en est là. On en est là aujourd'hui. Nous ne sommes pas notre première. Oui. Est-ce que le code nous protège? Non. Le code de la presse ne nous protège pas. Non. Moi je le dis. Isidore Akolo, je le dis. Le code de la presse ne nous protège pas. Ne protège plus la presse. Ne protège plus la presse togolaise. Et nous sommes dans l'autocensure. Oui, depuis pratiquement 5 ans. Oui, ça c'est pas faux. Hein. Il y a des choses, donc, on préfère ne pas le dire. Ouais. Non, moi je le dirai. Non, quand vous parlez de l'autocensure, il y a des choses, même si vous avez des éléments, vous vous abstiendrez, quoi. Qu'advienne pourra. Donc il nous revient, je ne suis plus aux affaires, mais il revient aux organisateurs de presse de se serrer les coudes pour affronter ce genre de situation. Bien. Oui, Francisco Napokora. Le doyen a raison. Et tout à l'heure, Ibrahim parlait de dépénalisation. Rien n'est dépénalisé. La preuve, quelqu'un est en détention, en prison. Hein? Et vous savez, ça fait pitié et à la fois honte pour notre pays. Parce qu'on ne peut pas aussi regresser en matière de droit comme ça. C'est tout ce qu'on appelle liberté de presse, liberté d'expression. Il faut lire la Constitution de la République qui consacre, cette Constitution qui est en train d'être embasillée, qui consacre ces libertés. Et malgré ça, on piétine. Et maintenant, on ramène une Constitution
qui enlève même les droits et des citoyens là, c'est-à-dire que nous sommes en train de rentrer en pleine Russie, là. C'est en plein faux, quoi. Vous comprenez? En Sibérie. Hein. Justement. Et quand je parle de honte et de pitié, je prends le doyen Mohamed Missé. De toute façon, on aura le sujet dans le prochain Tampa Express. De plus de 71 ans. Et qui a fait le temps chaud de l'aliment. D'accord? Oui. Et qui connaît le NMC, connaît ses rouages, et que qu'est-ce qu'il ne connaît pas sur cette république? Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, bien sûr. J'entends. Bon. Et je ne sais pas où est-ce que les gens nous poussent. Soit on ferme les rédactions, parce que toutes ces sanctions, vous perdez vos annonceurs. Vous êtes sur un projet d'acquérir ou bien d'avoir un nouveau un annonceur, on vous condamne pour 3 mois, vous le perdez systématiquement. Et même d'autres vont même jusqu'à dire que comment faire partenariat avec une presse qui critique le gouvernement. Voilà. Vous imaginez? Et je vais vous donner un exemple. La dernière fois, nous avons fait un article sur la PIA. Les lenteurs dans les transferts des conteneurs. Oui, bien sûr. Notre une est sortie mercredi et jeudi et mardi soir. Mardi, oui. Mercredi, la presse est sortie jusqu'à la fin de la semaine. On est en train de laisser, c'est-à-dire d'arrêter. Parce que les pertes pour les opérateurs et les conséquences, parce que les gens sont en train de partir déjà vers les ports voisins, surtout Téma. Mais les conséquences sont là. Et quand on le relève, il y a certaines autorités qui prennent à bras le corps le dossier, qui voient bien. Qu'est-ce qui se passe encore? Et on fait le check, nous sommes dans le même pays. Mais comme les gens, certains vivent dans les tours de Babel, ils ne savent pas ce qui se passe. Mais c'est lorsque on se connecte, par exemple, à nos chaînes, puisque la lecture est difficile pour certains également, c'est quand ils se connectent qu'ils se rendent compte que il y a un travail qui est fait ici, mais on ne nous appelle jamais pour nous dire merci. Mais on attend seulement pour nous frapper. Il a dit, la HAC, quand la HAC auditionne, la HAC sort les communiqués. Oui. Moi, par exemple, j'ai eu des communiqués de la HAC où, quand il s'agit de tribalisme, la HAC mentionne. Quand il s'agit de tel, la HAC mentionne. Mais donc, ça veut dire que l'analyse faite par la HAC pour sanctionner le confrère, on ne peut pas aller. Il fallait faire autre interprétation que ça. Et il faudrait qu'on respecte les institutions qu'on installe. La HAC, c'est la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. 3e en hiérarchie. En hiérarchie. Protocolaire. C'est-à-dire que son travail ne doit pas être bâclé par quelqu'un ailleurs. Non. Soit vous voulez que les gens travaillent professionnellement, ou vous dites que non, on veut la médiocrité, et puis bon, chacun avance. Donc il va falloir véritablement revoir le cas du doyen. Et on dit souvent en droit, la privation de liberté, c'est l'exception. Oui. La liberté est la règle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément qui dit, par exemple, que Apollinaire Mewene-Messé dehors pourra fuir le pays. Et il n'y a aucun élément qui montre de façon tangible que Apollinaire Mewene-Messé dehors est un danger public. Non, pas du tout. Pas du tout. En quoi? La personne a sa famille, tout bien installé. Quand vous connaissez Mewene-Messé, aujourd'hui vous pouvez lui faire peur, il ne va pas fuir. Oui. Non, attendez. Je dis que ce monsieur Mewene-Messé, on le connaît, c'est plus de 30 ans. Oui. On le connaît. On sait en quoi il est fidèle. Et sa ligne est droite. Les gens ont fait sa rédaction, ils ont quitté. Ah oui, parce qu'il est resté fidèle. On ne peut pas punir quelqu'un parce que la personne est fidèle à sa ligne, à la ligne éditoriale. Ça, c'est l'identité de marque. Bon, en même temps, personne n'a dit que parce qu'il est fidèle à sa ligne éditoriale qu'il est puni. Hein.
On parle d'un article et tout. On ne veut pas rentrer dans le fond du dossier. Juste un mot et puis on passe à notre sujet. Oui, non, mais oui, allez-y. Il y a des éditeurs qui se demandent quelle est ma conclusion. Non, mais ma conclusion, je l'ai dit, c'est moi qui suis le premier à relever le fait que on ne peut pas punir une personne, poursuivre une personne pour la même infraction 2 fois. 2 fois. Donc, mais si vous avez une capacité, il faut tirer une conclusion de ce que moi j'ai dit, en se disant que notre confrère est poursuivi pour la même infraction 2 fois devant la HAC. Il a été donc sanctionné. Et aujourd'hui, il est sanctionné parce que on le maintient dans les liens de la détention et que je condamne en tant que citoyen et en tant que journaliste professionnel des médias cette façon de faire. Et je demande en même temps à ce que on nous explique cette procédure pour que nous aussi nous soyons informés et instruits pour éviter à ce que demain on se dise bon, on a fait et on a commis une infraction à caractère par voie de presse. Par voie de presse, et qu'on se retrouve devant la justice comme un MSC, comme vous l'avez cité, nos confrères, oui, aujourd'hui, qui ont été condamnés, ou du moins qui ont été convoqués par la HAC, et aussi qui ont été convoqués par, je ne sais pas, BIR ou Skrikers, on n'arrive plus à faire la différence entre... Si, il y a une différence. Oui, mais nous, on se retrouve devant tous. Qu'on nous choisisse. On sait aujourd'hui, quand vous allez au BRI, vous atterrissez en prison, quoi. Et ça, cette image qu'on est en train de coller à la BRI, c'est quand même grave, hein. Non, une anecdote. C'est le chemin de non-retour pour les journalistes. Et ce que j'ai dit, il y va de la responsabilité des médias. Parce qu'on ne va pas rester à chaque fois, on va dire qu'on va demander pardon à quelqu'un. D'ailleurs, vous ne savez même pas qui a fait arrêter la personne. Vous ne savez même pas le plaignant. Parce que dans le cas là, il semble que c'est au début on a dit que c'est la famille du président Abdou Assouma, ses enfants, et puis après on apprend que c'est l'autosaisine du procureur de la République. Voilà. Enfin, on ne se retrouve pas finalement. Et voilà, maintenant à qui on va aller demander pardon? Et même s'il faut multiplier les pardons dans ce pays, on risque de... C'est-à-dire que le droit va disparaître. Donc inutile de faire les tests. Ou bien, quel est le droit? Qu'on dise le droit. Non, mais parfois on dit aussi lorsque tu n'es pas plus fort, il faut se montrer plus sage. D'accord? Parfois on dit aussi que lorsque tu n'es pas plus fort, il faut se montrer plus sage. Et cette sagesse-là demande à ce qu'on puisse quand même essayer. C'est dans un état autoritaire. Non, de toutes les façons, la sagesse n'est pas le propre des états autoritaires. La sagesse appartient, c'est depuis les Grecs que la sagesse nous a redonné. Ce n'est pas forcément la démocratie vient de la Grèce. Quand la presse ne peut pas fonctionner, ne peut plus fonctionner. Non, moi, on ne parle pas de la démocratie. Il faut laisser les lois pour aller demander pardon. Non, c'est pas ce qu'on dit. Non, le problème, je pense que vous êtes en train de dire la même chose. Si on est content que notre confrère se retrouve là-bas et qu'il dorme et qu'on ne fasse aucune démarche, alors là... Depuis quand nous pardon, nous demandons pardon. On a demandé pardon ici pour Ferdinand Haïté, Joël Lega et Isidore Kouanou. Mais ils sont où aujourd'hui? On a demandé pardon ici pour Loïc Lawson et Anani Sossou. Les pardons, ils sont encore devant les tribunaux. C'est pas une question. Quand les gens décident de vous faire du mal, nous avons une vision peut-être des choses. Non, on ne regarde pas. Allez-y. Non, ce que je voulais ajouter quelque chose. C'est pour dire tout simplement que il va falloir que dans un pays, les institutions qui sont installées, que chaque institution joue son rôle et pleinement, qu'il n'y ait pas des interférences. Parce que le cas Apollinaire Messer est un cas qui nous amène est un cas qui nous amène, nous journalistes, à faire beaucoup d'interprétations et à penser outre. Je ne vais pas aller là. Oui. Pour vous dire que la HAC, c'est une instance républicaine de la République qui s'occupe de la régulation des médias. La régulation suppose quoi? Quand il y a un problème, vous appelez la personne, vous lui mettez devant le fait accompli. Il y a telle disposition qui... Pas devant la bon, quand il dit vous lui mettez devant ses responsabilités. Quand il dit le fait accompli, c'est que l'irréparable est déjà fait dans la publication. Oui. Et vous lui mettez devant les faits. Il comprend que, ici, il y a eu telle chose, faute, telle faute. Donc, dorénavant, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je ne peux pas faire. Et le code de la presse aussi montre comment on peut réparer lorsque
on commet un dérapage, vous comprenez. C'est pourquoi j'avais dit ici que si on avait laissé le doyen, après avoir passé les 3 mois sans publication, à la reprise, la HAC lui demande de publier un rectificatif par rapport à cet article, c'est bon, c'est bien simple. C'est la pire des punitions pour un média. La pire des punitions, un rectificatif. Vous comprenez? C'est la pire des punitions. Et quand on le soumet à cela, c'est bien. Mais le mettre en prison, moi je me demande quel plaisir les gens trouvent à avoir Apollinaire Moïna Messé en prison. Et quand je parlais des institutions, c'est pour vous dire tout simplement que la HAC a fait son travail. Est-ce que la justice doit aussi venir et se greffer sur ce problème encore? Ou bien on estime que la HAC n'a pas bien travaillé. Oui. Ce sont les interprétations dont je te parlais. Parce qu'on peut aussi dire que peut-être... C'est un travail pour nous en tant que journalistes. Oui, mais... Non, il y a la façon dont les choses se passent. La façon dont les choses se passent, c'est comme si ce que la HAC a fait, c'est comme le travail que la HAC a fait par rapport à sa prérogative. La HAC n'est pas suffisamment sévère. C'est ce que je ne comprends pas. Je dis, c'est pourquoi il disait que ça peut nous amener à des interprétations. Vous comprenez? Bon, ça peut être erroné, bien évidemment. Ça peut être erroné. Nous ne le disons pas. Mais nous, journalistes, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une confusion totale. D'accord. Parce que quand tu écris dans ton organe reconnu par la HAC, déclaré à la HAC, on peut tout poursuivre. Alors, on nous avait dit que quand vous publiez sur les réseaux sociaux, c'est là où il y a problème. La HAC ne peut pas se saisir de ce dossier parce que la HAC avait dit clairement au niveau de... Lorsqu'il y avait eu des ateliers, lorsqu'il y avait eu aussi la séance pour pouvoir voter cette loi, notre code de la presse, la HAC avait dit qu'elle n'a pas les instruments pour pouvoir, ou bien l'expertise, vous me prêtez le mot, l'expertise pour pouvoir traiter des affaires qui se passent sur les réseaux sociaux. Oui. Bon, maintenant, c'est dans les colonnes du journal La Dépêche. Et la HAC a estimé que ça, c'est dans les colonnes du journal La Dépêche. Et la HAC a appelé le confrère. Il y a eu la séance d'audition, ils ont discuté beaucoup sur tout ce qu'il y a comme dérapage au niveau de l'écrit. Et la sanction a été prise. Patatras, le gars est en train de se morfondre, comme on le dit. Parce que nous, journalistes, quand on te dit de ne plus écrire, on t'a tué. Oui, bien sûr. Ah oui. Le monsieur était là, voilà, on le poursuit encore en pénal et il atterrit à la prison. Moi, je pense que vraiment, on nous maintient dans une confusion et ce n'est pas bien. Les institutions n'ont qu'à vraiment travailler comme il se doit et que chacun essaie de rester dans sa ligne, quoi. Je vais lire quelques messages dans la parole à Isidore et on passe à un autre sujet. Il y a cet auditeur qui nous dit ce n'est pas pour se moquer de vous, mais vous chargez tous les jours les opposants de ne pas travailler en union. Mais vous-même, vous ne vous soutenez pas quand l'un de vous a des problèmes. Bon, c'est ce que dit encore l'auditeur. Je ne suis pas trop sûr qu'il a bien vu, mais bon, enfin, c'est son avis que nous respectons naturellement. Il y a un autre qui nous dit, je pense qu'à un moment donné, que les organisations de presse et les hommes de médias envoient un signal fort pour un moyen ou une autre pour montrer leur mécontentement, sinon le travail de journalisme se résumera à la communication, ce qui serait dommageable pour le pays, car les journalistes sont les éclaireurs de la nation, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, vous les journalistes, vous tuez pour avoir de la place auprès des autorités, ça vous regarde. Bon, enfin, c'est son avis encore une fois. Un autre qui nous dit, et si tous les journalistes écrivent tous le même article? Ils seront tous en prison alors. Oui, mais c'est... Je me rappelle une fois, je crois que ce n'est pas Liberté, d'être l'alternative, où le journal Fraternité de Joël Lega a repris le même article. Eh bien, il a été repris aussi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Il a été sanctionné aussi. Oui. Mais si tout le monde le reprenait. Ah oui, non, mais attends, au lieu de reprendre la presse togolaise à l'unanimité, ne serait-ce que symbolique, déclare une ou deux journées ou même une semaine pressement, surtout en ce moment des élections. Je ne sais pas ce que ça vous rapporte. Même avec tous ces débats que les gens ont défilé dans les studios, ils n'ont rien payé. Non. Ils n'ont rien payé, non. Il faut les temps des factures. Oui, on parle de la survie de la presse et choses. On ne peut pas continuer à faire du bénévolat. Regardez, depuis que cette histoire de constitution est arrivée, tout le monde défile. On va parler de la mais il y en a qui ont des budgets pour ça.
Oui. Merci beaucoup à Francisco. Vous voulez placer un mot Oui, allez-y. J'ai l'impression que je ne suis pas suivi. Non, au fait, le problème se pose avec acuité. Je vous le dis que ce n'est pas le cas de Menem, mais ça avait commencé avec Liberté Tampa Express et aujourd'hui, et avec Menem, et je vais vous raconter l'anecdote d'un autre doyen, Blaise Salah. Ah oui. Oui, qui à chaque fois dit que, bon, vous savez que lui aussi, il avait fait des séjours... Bien sûr. D'ailleurs, que nous saluons ce matin, c'est l'un de nos auditeurs fidèles. Oui. Et il se complète. Quand il était allé là-bas, il dit que, oh, mais tu es venu pourquoi? Tu sais qu'à chaque fois que tu vas là-bas, on te pose la question, qu'est-ce que tu as amené parmi les brigands? Ah, en prison? En prison. Ah. On te pose la question. Il a dit les chefs de grille, là. Les chefs de grille, on te pose la question que non, c'est parce qu'il a écrit dans un journal. Il dit, ah bon? Pour le simple fait d'écrire dans un journal, ça peut t'amener à la prison, alors que lui est un brigand de grand chemin, un bandit de grand chemin. Mais voyez-vous, c'est caricatural. La place du journaliste n'est pas la prison. Quel que soit le délit de presse. C'est ce que je voulais partager. D'accord, très bien. Alors, tout ce qu'on fait aujourd'hui nous rattrape demain, ou dans nos tombeaux, seul le silence est grand, dit donc cet auditeur. Je ne comprends pas trop bien ce qu'il a envie de dire, mais bon, s'il peut nous éclairer. Un autre qui nous dit, pardon, j'aimerais savoir si dans un régime parlementaire, il y a des prisonniers politiques, des exilés politiques, des journalistes en prison, la gabegie financière, les détournements des fonds publics, etc. On n'est pas dans ce débat. Bon, comme on n'est pas encore en 5e République, on va attendre la relecture du test et puis on verra si c'est possible ou non. Et ça nous permet d'ailleurs d'évoquer donc cette affaire de constitution, de nouvelle constitution. La semaine dernière, lorsque nous avons reçu ici dans nos studios, on a posé clairement la question aux émissaires du gouvernement, clairement sur le sujet. Est-ce que ce à quoi on vient d'assister est une révision constitutionnelle ou une nouvelle constitution? La réponse a été sans embâche. Nous ne sommes pas dans le contexte de révision constitutionnelle. Ce qui va se passer, c'est un changement de constitution. C'est une réécriture de la constitution togolaise. Et je voulais que les définitions soient claires avant d'amorcer le sujet. Là-dessus, je vais commencer par vous, Olivier. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'on n'ait pas demandé l'avis des Togolais sur le sujet que ça fait beaucoup plus débat, plutôt que le fond? Oui et non. Allez-y. Bon, je vais aller à deux niveaux. Prenons le oui d'abord. Le oui, c'est le fait que aujourd'hui, tout le monde est concerné par la question de la Constitution. Et surtout de la Constitution. J'ai écrit dans mon dernier article dans Harakiri que pour une révision constitutionnelle, un acte aussi important, on ne peut pas se limiter, d'accord, qu'au Parlement ou à l'Assemblée nationale. Et il faut quand même passer par un référendum, puisque de toutes les façons, pour avoir la Constitution de 1992, on est passé par le référendum. Donc, il serait bien et bien séant que les Togolais soient questionnés, interrogés sur la question et qu'ils puissent donner leur avis. Étant donné que ça nous concerne tous, c'est important que la Constitution n'est pas, je ne sais pas, une feuille volante ou, je ne sais pas, un carnet quelconque où on peut retoucher, refaire à tout moment et par qui que ce soit. D'accord? Oui. Donc nous sommes tellement concernés par la question qu'il faudrait nous interroger pour savoir si nous sommes d'accord ou non en tant que Togolais, et ce n'est pas tous les 8 millions de Togolais, mais quand même comment vous appelez là, le corps électoral, c'est-à-dire ceux qui sont en âge de voter, de se prononcer, devraient être convoqués. Donc ça, c'est l'aspect oui. Maintenant, l'aspect non, peut-être va rejoindre l'aspect oui, mais c'est la même chose, parce que en toute chose, il y a des nuances. Il y a des nuances. En toute chose, on a parlé tout à l'heure des règles, de la loi. Nous avons des textes qui disent que le Parlement nous représente. C'est pourquoi j'ai dit ça va sembler revenir à ce que... Mais je ne reviens pas à ce que j'ai dit. Selon les principes, les députés, c'est l'émanation de la nation. Entre guillemets, les représentants de la nation. Donc,
ces députés, c'est eux qui nous font des lois, c'est eux qui nous font ci, c'est eux qui nous font ça. Ils sont à l'image des mandataires. Bien sûr, ils ont des notre mandataires. mandat. Oui. D'accord. Donc, sur le plan purement juridique, ou du moins voilà, des textes et des lois, ils peuvent parler en notre nom. Oui. D'accord. Sauf exception, et j'ai relevé l'exception concernant ce qui se fait aujourd'hui. Surtout que ces députés sont en fin de mandat ou ont déjà terminé leur mandat. D'accord. Puisque, voilà, les juristes vous diront, c'est selon. D'accord. Donc, normalement, oui, les députés peuvent nous représenter. D'ailleurs, c'est pourquoi nous-mêmes, nous leur avons donné le mandat pour aller nous représenter au Parlement. Donc, ils peuvent poser des actes à notre nom. D'accord. Maintenant, pour terminer, puisque les gens ont besoin de synthèse, si on prend l'un dans l'autre, je conclue en disant que, étant donné que ces députés sont en fin de mandat, étant donné que nous sommes en période électorale, étant donné que vraiment on sait que ce sont des questions qui sont sensibles, on ne devrait pas prendre la procédure qui a été prise. Même si d'aucuns, vous avez eu des professeurs de droit qui nous ont dit que l'article 144 de la Constitution permet donc de retoucher, de faire des révisions, de faire tout ce qu'il faut, et ce qu'ils ont fait, c'est légal et légitime. Ça peut être via quelque part, mais il ne faut pas perdre de vue l'aspect aussi, c'est pas social, c'est-à-dire sociologique, je veux dire. L'aspect sociologique est très important. Même si on a l'aspect juridique qui remplit toutes les conditions, on sait que notre pays est sensible sur certaines questions, surtout la question de la révision de la Constitution. Donc moi, personnellement, en tant que citoyen togolais, j'aurais préféré qu'on passe par la case référendum et que nous puissions nous prononcer. Et qu'on le fasse aussi après cette période électorale là, où nous n'avons pas la tête qu'à ça. C'est-à-dire que c'est tellement important qu'il fallait prendre du temps, faire tout ce qu'il faut, prendre les procédures, interroger les couches, comment vous appelez là, les forces vives de la nation. De la nation, recueillir leur avis, afin de faire ce qui a été fait. Puisque cela n'a pas été fait, vous voyez que le test retourne. Oui, et justement, le test se retourne. Je crois il y a beaucoup de Togolais. Il y a au moins un Togolais qui a exhumé une partie du rapport de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, la CVJR, Monseigneur Nicodème Barriga, rappelez-vous, dans les recommandations 3.1 sur les réformes institutionnelles, notamment sur les réformes politiques à l'époque. Dans le livre blanc. Oui, bien sûr, dans le livre blanc, c'est des recommandations où ces hommes et femmes de la République, nommés par le président de la République, ont demandé donc à l'autorité ceci, je vais lire cette partie-là, ils disent dans le document de la recommandation, de façon plus spécifique, les réformes institutionnelles doivent notamment viser la mise en place de mesures garantissant de meilleures conditions pour l'alternance démocratique. Il s'ensuit que le mandat présidentiel doit être à l'avenir limité. À cet effet, la CVJR recommande le retour à la formule originelle de l'article 59 de la Constitution du 14 octobre 1992 qui dit « Le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. » Il n'y a pas que cette partie-là, il y a d'autres parties. En aucun cas, lui ne peut exercer plus de 2 mandats. Par ailleurs, les réformes en profondeur liées aux élections et aux conditions de leur organisation devront être menées. Ces réformes qui devraient faire l'objet d'un débat national propre à dégager un large consensus viseront entre autres, on a cité tout ça, la Constitution et tout le reste. Alors, là où on est aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas tout ça là qui fait dire au président de la République, Faure Gnassingbé, qu'on retourne le document à l'Assemblée nationale et que les députés fassent une seconde lecture pour voir s'il ne faille pas reviser ce test-là qui, dans l'opinion, n'a pas l'assentiment de tout le monde. Je vais continuer avec vous, Isidore. Donnant ensuite la parole à Achaï. Je ne pense pas qu'une nouvelle relecture va changer, qu'en appelle-t-on, le régime politique. C'est déjà exprimé. Ils feront tout
pour nous ramener. Oui, mais excusez-moi, mais quand on demande une relecture, ça peut changer aussi. J'attends de voir. D'accord, très bien. Là, ça va vider l'initiative de sa substance. C'est la première observation. On nous dit que les députés peuvent, en fonction de l'article 144, opérer des réformes, puisqu'ils relèvent, l'initiative relève du chef de l'État et au minimum d'un cinquième des membres du Parlement, notamment l'Assemblée nationale. Exact. Pour une réforme de cette envergure, parallélisme des formes, la Constitution de 92 a été votée par voie référendaire. Si on veut changer une nouvelle constitution, parallélisme des formes, on doit passer par voie référendaire. Je ne fais que le CP1A. Je ne suis pas expert en la matière. Vous aurez dû continuer pour aller au CP2. Que vous verrez mieux. Hein. Là, il sera embrouillé. Maintenant, on parle du statut des députés. Oui, ils sont nos mandataires, nous sommes les mandants. Oui, bien sûr. Quand on dit que vous êtes mandataire, vous nous représentez, vous ne nous remplacez pas. Il faut faire cette analyse de la chose. Le mandataire représente, mais ne remplace pas le mandant. Oui, c'est évident, on le voit clairement hein, dans beaucoup de dossiers. Oui, même ramenons ça à nos maisons. Mais il a qualité d'agir en votre nom. Agir en notre nom, mais ne remplace pas. Mais l'Assemblée nationale, on ne va pas dire que les mandants viennent travailler à leur place. Le mandataire va travailler. Le mandataire, c'est-à-dire que le mandataire reçoit des ordres du mandat. Est-ce qu'ils nous ont consultés? Est-ce qu'ils nous ont consultés? Jamais de la tombe. C'est clair. C'est ce que le mandat veut, que le mandataire fait sur le terrain. Il le consulte. C'est pas parce qu'on t'a dit que vous êtes notre mandataire, vous allez vendre notre propriété. Alors ça ne marche pas comme ça. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Mais maintenant, les procédures au niveau de l'Assemblée n'obligent pas les mandataires à revenir à chaque fois quand ils vont poser des là, c'est une mauvaise interprétation du pouvoir ou des prérogatives qu'on donne aux mandataires. Donc nous, on a laissé faire tout. Je m'arrête là. D'accord, très bien. Maintenant, puisqu'il faut avancer dans le débat aujourd'hui, est-ce que cette relecture demandée par le président aura changé fondamentalement ce test qui est décrit par une partie de l'opinion, parce qu'il faut quand même le dire, c'est pas tout le monde qui dit que c'est faux, c'est pas vrai le test là. Est-ce que ça aura un impact sur donc le test? Est-ce qu'il y aura un changement notable qui pourra faire évoluer le débat? Non, sincèrement, j'estime que si nous voulons vraiment évoluer, et si nous voulons, comme c'est décliné un peu partout, aller vers ce que nous appelons la cohésion sociale, il revient au chef de l'État de préciser ce qu'il entend par relecture au niveau de l'Assemblée nationale. Ça doit être précisé. Les députés doivent savoir ce qu'ils doivent faire. Parce qu'il y a un tollé. Les points sur lesquels on veut qu'ils revoient ou relisent les tests. Le chef de l'État, dans le communiqué lu à la télévision, on nous a dit que le chef de l'État a été sensible à l'intérêt que les gens ont porté sur cette nouvelle constitution. C'est-à-dire, quand on dit l'intérêt, c'est-à-dire les critiques, les applaudissements, les consentements et tout ça là. Eh bon, j'ai dit applaudissements, il faut comprendre ce que je dis par là. Les consentements et tout ça là. Bien sûr, les gens ont applaudi de toute façon. Tout ce qui a été fait au sein de la société autour de cette constitution. Donc, sensible à tout ça là, il demande à ce qu'il y ait une rélecture. Quand on dit rélecture, bon, sincèrement, entre nous, si on veut comprendre véritablement en filigrane, c'est une amélioration. CP1A par exemple. C'est une amélioration du test. Bon, maintenant, pour améliorer, on améliore quoi? On améliore quoi? C'est ça. Donc il faut préciser cela. En dehors de ça,
Mais il faut aussi tenir compte des actes qui ont été posés par le passé. Madame Awanana a été à la tête d'une commission. En 2019, elle a sillonné le territoire pour prendre le pouls de la population sur les questions de réforme constitutionnelle. Le rapport est où? Ah, ça n'a jamais été publié? Ça n'a jamais été publié. Il n'y a pas eu de suite. Mais on a eu des fuites. Bon, je ne sais pas, moi je n'ai rien eu. Vous comprenez? Comme quoi? Donc le rapport est où? Parce que les populations... Il n'a pas pu continuer l'aventure. Il n'a pas pu continuer parce qu'il restait l'étape de... Aného et choses là. Et ça, là où elle est passée avec son équipe, c'était déjà chaud. Vous vous rappelez? Tout à fait. Donc il faudrait revoir Madame Awa. Rapport, puisque il y a quand même des rapports d'étape. D'accord. Dans le pool des populations. Donc il faudrait aussi tenir compte de ces éléments-là pour voir quelle démarche il faut adopter avec notre volonté d'aller vers un nouveau régime. Et les députés, ils voulaient revenir à leur niveau. Mais je ne savais pas que nous avons des députés aussi ingénieux comme ça. Ah ouais? Pour pouvoir réécrire toute une constitution. Parce qu'il y a des tâches à leur niveau qui ne sont pas encore vidées. Nous avons le problème de l'enquête parlementaire sur le COVID, la gestion des fonds Covid. Mais on ne nous a pas situés jusqu'alors. Ouais, c'est vrai. On ne nous a pas situés. Nous avons des problèmes aussi par rapport à des faits de société. Les gens ont interpellé des ministres par rapport aux choses Internet. Les gens ont interpellé des ministres par rapport aux questions d'électrification, de gestion des projets sociaux au bénéfice des populations. Mais jusque-là, rien n'a été fait. On n'a pas vu de rapport, on n'a pas vu de position claire de nos mandataires. C'est ça, non? Oui, c'est nos mandataires. Et ils se lèvent un beau matin, ils nous présente un test. Jusque-là, je ne suis pas en train de dire que le travail n'est pas bon. Hein, oui, bien sûr, on comprend. Non, c'est ingénieux de leur part. Mais on aurait voulu aussi que cette promptitude à travailler pour le peuple-là, pour le bien du peuple, soit aussi remarquée sur les dossiers sur lesquels on les attendait aussi. En 2019, ils ont pu faire la révision constitutionnelle. Et jusqu'alors, ils s'en vantent même qu'ils ont limité le mandat, ils ont fait chose, c'est un exploit de leur part. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On n'a pas expérimenté ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et ils sont allés vers le régime parlementaire. On dira qu'il y a des problèmes dans la société et tout ça là. Ce que moi je voulais savoir tout simplement. Vu qu'ils ont réécrit le texte maintenant, est-ce que ceux qu'ils représentent là-bas sont aussi des enfants qui ne peuvent même pas se prononcer sur ce texte-là, au point où ils viennent nous jeter ça sur la tête comme ça? Parce que la constitution nous est tombée sur la tête, hein. Personne ne s'y attendait. La nouvelle constitution, je parle de la nouvelle constitution. Oui, à ce elle niveau, nous est tombée sur la tête. À ce niveau. Donc moi je pensais que, comme le disait mon confrère Olivier, ça doit passer par voie référendaire. Ce qui voudrait dire qu'il doit y avoir un débat autour de la chose. Le débat autour de la chose ne voudrait pas dire que comment on devait... Service après-vente. Non, voilà. Ça ne voudrait pas dire que nous tous nous allons aller avec nos bics, on lit et on coche, on lit et on coche. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, dites-nous au moins que nous voulons passer à la 5e République, voilà ceci, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Va alimenter le débat. Chacun va donner son point de vue. Je pense que c'est ce à quoi appelle le chef de l'État. Parce que, ayant écouté les réactions des populations, il estime que le texte là doit retourner à l'Assemblée nationale. Et s'il y a éventuellement en tout cas je voulais dire des séances ou bien s'il y a des accommodations à faire, ça retourne à l'Assemblée. Il n'y a que les députés seuls qui ont habilité à travailler sur le dossier. Non, quand on veut aller vers un dialogue social, aller vers la cohésion, parce que c'est le décor que j'ai planté. Là, il faut ouvrir le débat. Il faut aller peut-être au CPDC, discuter là-bas, au CPC, discuter encore là-bas, parce que les acteurs politiques sont là. Il faut mettre à contribution la société civile, parce qu'eux, ils sont toujours sur les questions, sur les thématiques de droits de l'homme. Excusez-moi, mais ce débat, on n'écoute que les politiques et nos professeurs de droit. Il y a aussi la société civile. Oui, qui parle. Oui, mais très peu. C'est vrai que ces temps-ci, on les écoute, mais
la société dans son ensemble. Olivier disait. Non, Olivier. On est amené à se Olivier, prononcer. je voulais terminer. Non, je voulais terminer pour dire. Olivier a parlé d'un aspect qui est très important, l'aspect sociologique. Ce n'est pas le juridisme seul qui va travailler. Parce que la Constitution, c'est pour régir notre vie en communauté. Oui. Notre vie en tant que Togolais, tout ce que nous pouvons faire pour que les règles soient bien établies, chacun va essayer de se déterminer par rapport à ces lois. Donc c'est beaucoup plus... Il y a aussi l'aspect sociologique qui entre en ligne de compte. Et dans la société togolaise, vous savez comment nous sommes. Quand on amène un sujet, le sujet de l'alternance par exemple, c'est un sujet vraiment qui met tout le monde en transe. Et donc il faudrait tenir compte aussi de ce paramètre avant d'aller dans la réécriture ou bien dans l'écriture d'une nouvelle constitution. Très bien. Oui, bon, Francisco, vous permettez encore quelques secondes. Et oui, Isidore va ajouter un mot. Juste faire remarquer que la constitution est avant tout un contrat social. Tout à fait. C'est un contrat social. Nous avons un partage. Le Togo. Il y a un auteur qui dit que simplement le chef de l'État, un peu comme Achal le disait, doit motiver sa demande de rélecture. Évidemment, nous ne sommes pas à l'Assemblée. Pourquoi aujourd'hui, personne d'entre nous n'a le draft qui est amendé? Pourquoi ils gardent ça en secret? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Mais l'opinion publique, il faut interroger l'opinion publique. Quand vous êtes dans une république, l'opinion publique compte. Parce que c'est une loi qui est faite pour nous et nous devons nous en approprier. On ne dit qu'après que c'est bon ou c'est mauvais, mais qu'on puisse avoir les éléments d'appréciation. Pourquoi ils cachent ça? Et quand on parle de catimini, les gens s'interrogent. Non, ils sont nos mandataires, ils ont besoin de nos avis pour pouvoir prendre des décisions de cette envergure. Bon. Depuis le débat s'est ouvert autour du sujet. Ce serait suffisant pour le député, non? Ils ont tellement écouté beaucoup de gens sur le sujet qu'à la réélecture, ils sauront quoi faire. Francisco. Quand vous parlez de réélecture, c'est comme vous êtes en train de dire de rentrer dans cette 5e République. Ouais. C'est ça? Non. Et qu'on mette ça en berne, c'est la solution. Et ce ne serait pas vider... comment l'appelle-t-on, les députés un peu comme le quotidien, enfin le tri hebdomadaire Liberté l'a dit ce matin. Oui, un retrait pur et simple s'impose. Je n'ai même pas lu. Je pense que oui, c'est ce que ils se sont trompés de chemin. Parce que quand vous avez lu tout ce que vous avez lu sur la CVGR, tout ce que vous avez lu sur, c'est-à-dire en faisant référence aux travaux de Awanana, et matché avec aujourd'hui la réaction du public, c'est qu'ils se sont égarés. Ah oui? Donc oui, que le chef de l'État dise simplement... Excusez-moi, mais que toute une Assemblée nationale s'égare, c'est la République qui est en danger, non? La preuve, ceux qui ont dit, qui ont fait l'initiative, qui ont eu l'initiative du projet, apparemment, ne connaissent ne maîtrisent pas le contenu. Et ceux qui viennent défendre sont plutôt même des membres du gouvernement, et non des gens qui ont dit avoir initié. Pire encore, des professeurs d'université. Qui n'ont, et puis, bizarre, qui n'ont pas été associés. Qui ne seraient pas. C'est que, ils n'ont pas été associés. Non, qui ne seraient pas. Cette histoire ressemble au document de PND. Le PND, là. Cette histoire de constitution, là, ça ressemble simplement à ce document de PND. Pourquoi vous dites ça? Oui. Où on est parti chercher des experts quelque part, les Tony Blair, Denis Strauss-Kahn, à l'époque, nous on disait, mais qu'est-ce que, par exemple, quand vous prenez un certain Denis Strauss-Kahn, qu'est-ce qu'il a de socialiste? Il n'en a pas. Vous avez vu quand il a été arrêté, vous voyez le luxe dans lequel, c'est-à-dire qu'il vivait. Lui, ce n'est pas, il ne connaît pas la pauvreté. Ça n'a aucun rapport. Non, la preuve, le PND est passé à côté. Non, qui vous a dit ça? C'est-à-dire que, non, attendez, on va chercher des gens. Hier, j'ai écouté Jean-Pierre Fabre.
si c'est vrai, c'est que c'est grave. Même parler de Mansa, que c'est des gens autour de Mansa. Mais c'est grave, ça veut dire que ces professeurs d'université qu'on connaît, ces grandes personnalités qui sont sur les médias pour défendre, et c'est un travail de Mansa qui vient défendre. Alain Foucault. Oui, ça veut dire que notre pays... Non, ça veut dire que notre pays se vide de ses compétences. Ah oui, nous avons des valeurs. On ne peut pas... Non, aujourd'hui, pour réécrire une constitution pour le Togo, on n'a pas besoin d'un expert. Excusez-moi, qu'est-ce que Alain Foucault et Mansa envoient dans cette histoire? Non, j'ai écouté Jean-Pierre Fabre hier dire que Mansa. On a dit Alain Foucault, elle a dit non, mais on sait qui est Mansa. Oui, Mansa, c'est Alain Foucault. Oui, mais si c'est eux, attendez, si c'est eux. Qui sont les promoteurs. Voilà, et puis nous avons... Il y a des têtes au Togo, excusez-moi. Oui, mais justement, les têtes qui sont au Togo... Depuis nous écoutons des éminents professeurs de droit. S'ils avaient participé aux travaux, ils devaient nous tenir c'est-à-dire que nous parler du fond des documents. Quand vous écoutez des gens, oui, c'est quoi... c'est parce que ça ne marche pas. Mais écoutez, quand vous prenez tous les rapports, les do business, on nous dit que Togo est premier. Et vous prenez... vous voulez dire que tout marche bien. Mais quand vous prenez tous les rapports du gouvernement, tout marche bien. Même on a réduit la pauvreté. Mais qu'est-ce qui ne marche pas et on veut encore modifier une constitution? C'est aberrant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que cette constitution soit modifiée. Il faut garder l'ancienne constitution, les améliorations à apporter, peut-être encore verrouiller cette histoire de mandat, parce que ça c'est très important. C'est ce qui aujourd'hui réunit tous les Togolais. Il faut que le pouvoir circule et non s'enfermer dans une chambre avec ce que je vois comme candidat à la députation. Vous voyez les pasteurs, vous voyez les députés. Mais ce qu'il faut faire remarquer. Un pasteur demande le suffrage. Il n'y a pas de problème. J'ai vu des listes de coiffeurs, menuisiers et tout ça. Oui, mais on nous dit que pour la vitalité de la politique. Attends, on nous dit que quoi? On nous dit que ceux-là qui sont élus là, c'est-à-dire que ceux qui sont là-bas même présentement, où on a de grandes valeurs, ils sont passés à côté. Mais quand vous voyez ce qui est en train d'arriver et qui va arriver, parce qu'il y a des gens qui sont des têtes de liste, tous qui ne vont pas siéger, ils vont laisser la place aux photographes de Djarbanga, à chose, tout ça là. Non, mais on en a vu, parce que les populations ont contesté les députés qui ont siégé à leur place. Nous, Tampa Express a écrit même sur le sujet. Il y en a beaucoup qu'on a vidé et on a amené des gens. Il y a beaucoup de réactions autour de le débat, tu permets? Oui, le débat. Et qu'est-ce qui presse qu'aujourd'hui, les députés qui sont en partance, qui n'ont que quelques semaines encore au Parlement, soient obligés d'adopter une nouvelle constitution pour le peuple et ne pas laisser cette opportunité à la nouvelle équipe. C'est la grande question que les gens... Bon, oui, c'est vrai qu'au début on a posé cette question, mais bon, aujourd'hui on a tellement avancé dans le débat que on s'intéresse donc à la rélecture demandée par le président de la République. Il y a un auditeur qui nous dit la sortie des professeurs d'université me donne raison qu'ils ne sont pas des intellectuels mais plutôt des diplômés, car on ne peut pas compter sur eux. C'est ce que pense donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit ne vous trompez pas, le PR gagne du temps. Il ne sait pas comment, mais c'est ce qu'il dit, l'auditeur. C'est la Constitution qui a fait que le pays ne se développe pas, s'interroge un autre auditeur. Il y a un autre qui nous dit, je crois que le pays n'a pas besoin d'une nouvelle Constitution aujourd'hui. Personne ne leur demande cela. Ils n'ont qu'à annuler ce projet et faire face donc aux vrais problèmes sociaux. Notre auditeur qui nous dit, nous parlons de quelle Constitution? Les députés n'ont pas le test. Le conseiller politique du président n'a pas le test. Donc, quelle constitution ils ont voté et quel test le président a envoyé pour relecture? Je pense qu'on nous tourne en rond, on discute de ce qui n'existe pas.
nous disons merci à Alain Foucault et ses amis pour cette constitution. Mais pourquoi ça en revient tout le temps? Parce que je ne comprends pas finalement. Hein. Il y a notre auditeur qui nous dit les Togolais se demandent depuis quand le régime au pouvoir a à cœur le bonheur de la population au point de changer la constitution en prétextant que ce changement leur apportera des avantages. Personne n'est naïf. Nous voyons dans ces manœuvres un régime qui invente des artifices à travers les députés. Il a utilisé un mot que je ne vais pas lire à l'antenne pour s'éterniser donc au pouvoir et ça, le peuple ne l'acceptera jamais, dit l'auditeur. Un autre qui nous dit, article 52, dernier alinéa, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant par fin de mandat ou dissolution restent en fonction jusqu'à la prise de pouvoir effective donc de leur successeur. Le peuple est le mandant et les députés sont les mandataires. Les députés sont en fait de mandat, ce qui signifie qu'ils n'ont plus la bénédiction du peuple. Ils sont maintenus en fonction unilatéralement par le pouvoir, donc ils ne représentent plus valablement le peuple. Pour changer la constitution, ils peuvent rester en fonction pour voter les lois ordinaires et les lois organiques, mais toucher à la Constitution, ce n'est pas possible, dit donc cet auditeur. Enfin, il y a beaucoup d'autres voire même changer, pire changer. Oui, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, hein, on n'est pas dans le contexte de révision de la Constitution, on est en train de changer. Totalement. Mais il y a certains argumentaires qui disent que l'article 59, il dit que bon, pour modifier le mandat et la durée du mandat du président de la République passé par référendum, qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ces cas de figure. Oui, mais en même temps, oui. C'est exactement mais en changeant de constitution, laisse-moi terminer. Là, on est en train de changer la constitution. Quand on change la constitution, est-ce que ça ne touche pas le mandat? Le mandat, ça touche. Est-ce que ça ne touche pas la durée du mandat? Oui, mais on change totalement la constitution. Est-ce que ça ne touche pas à cette disposition? Ça touche. Oui, mais on change de constitution. Mais est-ce que ça ne touche pas cette disposition? Ça touche pas. Est-ce que cette disposition est encore valable? Alors, mais alors, on l'a touché. Et puisqu'on change de régime. Mais on l'a changé ou pas? C'est ça la question qui se posait. Oui. Mais alors, qu'on ne pourrait pas dire imbécile. Il y a un auditeur qui nous dit ceci. Sinon, ce que je ne comprends pas dans cette modification, ce n'est plus modification, il faut qu'on apprenne. Non. Oui. Un changement de constitution. Il faut qu'on change parce que voilà, qu'on s'intéresse aux définitions. Oui. Ce n'est plus une modification, ce n'est plus de révision, c'est une nouvelle constitution. Voilà. Alors, il dit, avec l'ancienne constitution, c'est UNIR qui en tire toujours profit sur toute la ligne. Et du jour au lendemain, le même UNIR se lève et dit qu'il veut que l'opposition gagne. Et donc, on change de constitution? C'est la question qu'il pose. Pourtant, on nous a toujours dit dans ce pays qu'en politique, on se bat pour arracher le pouvoir. Ça ne se donne pas sur un plateau d'or. Le peuple pour lequel on se bat en changeant de constitution ne connaît même pas ce qui est mis dans la nouvelle. Elle se réveille un matin et voit que ses bienfaiteurs l'ont balancé dans la 5e République. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, nous sommes toujours dans la 4e République, hein, Olivier. Ah oui, bien sûr. Oui, nous sommes parce que pour être dans la 5e, il faut que ce soit promulgué. Et nous ne sommes pas encore. Et publié dans le journal officiel. Absolument. Donc nous ne sommes pas encore dans une 5e République. Alors, la question que je vais poser, est-ce que les 15 jours francs est déclenché? Non. Le test est retoqué et renvoyé pour une deuxième lecture. Donc, on attend le Parlement. Mais est-ce que le temps du Parlement n'est pas compté? Demain, on ouvre la campagne. La campagne électorale. Justement. Non, mais on ouvre la campagne électorale. Olivier, allez-y. Là, vous l'avez remplacé. L'Assemblée nationale n'arrête pas de travailler en période de campagne électorale. Il y a des candidats, non? Permettez que Olivier L'Assemblée nationale, selon mon avis, n'arrête pas de fonctionner en période électorale. Donc les députés ne sont plus intéressés. On sait, les tests disent que l'Assemblée nationale reste en place jusqu'à ce que la nouvelle Assemblée ou les nouveaux députés viennent prendre leur place. Je résume ce qui est dit. Donc, c'est ce que nous avons comme test. Donc,
autrement dit, l'Assemblée nationale est en place, peut travailler lorsqu'on est en place, on travaille. Tout en passant par ta campagne. Oui, mais de toutes les façons. Il n'y a pas de problème. Les gens, parfois, les députés, parfois, sont hors du pays pour des sessions, ils reviennent. Les gens sont à l'intérieur pour une journée, ils reviennent travailler. Hein, ça, je ne crois pas. Je ne défends pas, mais je ne connais même pas quel est le fonctionnement réel. Je n'ai jamais été député. Mais le bon sens voudrait que le député soit disponible pour travailler à tout moment. Oui. Même en période électorale, même s'il est en campagne, il peut revenir faire le travail qu'il a. Il a le temps d'ubiquité. Non, attendez. Il veut le faire en visio en campagne à l'Assemblée. C'est-à-dire que d'abord à Lomé, c'est à peine, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais 10 heures de temps. On sait que les députés sont des fois hors du pays. Je l'ai dit, mais il ne m'a pas écouté. Je crois que, bon, ou bien il ne veut pas m'écouter. D'accord, lui. Le député togolais. Non, ce n'est pas. C'est compliqué des fois avec Isidore. Oui, c'est vrai, c'est difficile. Très bien. Monsieur, merci beaucoup. Et justement, les élections. La campagne s'ouvre demain. Il y a un auditeur qui nous a appelé ce matin disant que, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais que les grosses voitures commencent déjà par arriver chez eux et tout le reste. Ça va être l'enjeu principal aujourd'hui pour ces élections qui arrivent et la campagne qui s'ouvre demain. Acha Ibrahim. Oui, ça doit être une campagne civilisée. Nous disons civilisée en ce sens que depuis un certain temps, le Togo ne connaît plus les cycles de violence lors des périodes électorales. Donc chacun ira faire son opération de charme, chacun ira convaincre la population. Et je pense que le défi ou l'enjeu aujourd'hui, c'est de tout faire pour que nous ayons des élections apaisées, sans violence, que les Togolais ne se sentent plus obligés de quitter le territoire ou bien fuir une localité parce que à un moment donné, il y a eu élection et voilà, il y a eu des problèmes et les gens sont partis. Je pense que aujourd'hui, même ceux qui prennent les grosses voitures et tout ça, là, on parle d'opération de charme. Donc le charme dans toute sa splendeur, ça rime avec tout. Avec habillement, voiture, les t-shirts, les gadgets, tout ça. Les gadgets aussi, ça rime avec ça. Tout. Donc, voilà, chacun ira convaincre d'une manière ou d'une autre l'électorat à lui accorder son suffrage. C'est ce que nous allons remarquer. Au même moment aussi, il y a une force dédiée à ces élections qui est là. Donc aussi, il y a le problème d'encadrement et tout ça là. Bon, les forces là. Est-ce qu'on peut demander aux citoyens d'ouvrir les yeux? Est-ce que la presse peut dire ça? Non, le problème au niveau du Togo, quand vous prenez un peu la sociologie électorale, les citoyens ne sont pas dupes. Et à chaque fois qu'il y a élection, les Togolais se sont prononcés, et nettement. C'est pas comme en France où il y a élection, les gens dandinent, disent que bon, on attend le deuxième tour pour faire ceci, on attend. Non, les Togolais s'expriment, et c'est net. Les Togolais s'expriment, ça il faut l'avouer. Et donc chacun verra ce que ces résultats-là, les élections vont donner. Et tout ce qui n'avait pas... Vous voulez dire que, en d'autres termes, que ce n'est pas le projet qu'on présente qui incite tel citoyen à voter pour ou contre? Non, si c'est pour les députations, vous savez, quoi qu'on dise, il y a le candidat qui se présente, ses qualités, sa notoriété. Et parce qu'il y a quand même un message qu'il faut passer. Ce qui inspire comme confiance aussi, qui compte. Il peut être d'un parti, mais sa personnalité peut jouer aussi en faveur de ce parti, vu la façon dont il vit en harmonie avec ses populations et tout ça. C'est ce qui a fait même que quand vous voyez au niveau des positionnements des candidats, dans certains partis politiques, les gens ont tenu compte de la moralité des gens qui doivent positionner dans la localité. Les gens ont tenu compte aussi de l'influence, l'acceptation des uns et des autres et de la façon dont ils vivent en communauté avec, disons, leurs frères et leurs sœurs dans des localités données. Ça aussi, ça, c'est déterminant dans le choix des candidats. Donc, vous allez voir que dans certaines localités, généralement, peut-être qu'il y a généralement une certaine tonalité au cours du vote. Cette tonalité ne peut pas être exprimée dans les urnes. Parce qu'à un moment donné, l'individu qu'on a présenté pose problème. Pose problème, ou l'individu qu'on a positionné aussi inspire confiance. Et on n'a plus vu
sa coloration politique, mais les gens sont allés voter pour la personne. Donc il y a cet aspect-là aussi qui compte, mais si c'est le projet politique en lui-même, la population veut le manger. Point. Toute personne qui peut venir résoudre ce problème, je pense qu'elle est la bienvenue. Très bien. Oui, Isidore. En termes de communication politique, le peu que je sache, quel sera le message des candidats pour ce scrutin? Je ne vous coupe pas, mais ce qu'il peut-être faudra dire aux auditeurs, ceux qui seront appelés, ceux qui ont leur carte, qui vont peut-être voter le 20 avril, et que la campagne qui s'ouvre demain, qu'aucun candidat ne vient leur dire qu'ils vont construire des routes. Pourquoi pas? Non, pour les législatives, c'est ça. Parce que les députés ne construisent pas de routes. Non, mais ils ont voté depuis. Allez-y. Oui, bien sûr. C'est la parole, mais. La communication politique. C'est ce qui crée le problème de nous balancer dans un régime parlementaire. Parce qu'il n'y aura plus de projet de société qu'on va vanter. Si, bien sûr. Lequel? Attendez. Lequel? Est-ce que le député, c'est lui qui construit les routes? Non, mais est-ce que c'est lui qui fait des promesses? Le projet parlementaire. Mais il n'est là que pour légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Point barre. Mais dans le régime parlementaire, ça va modifier. Comment ça va? Puisqu'il va élire aussi le président et il va déchoir aussi le président du conseil. Non, nulle part. Oui, Nulle part. C'est ça le grand danger. Et d'instabilité même dans les régimes parlementaires. Ah oui, parce que dans le régime parlementaire, on peut voir 5 élections. On ne va pas élections parlementaires dans une année. On le voit ailleurs, en Israël et tout le reste. Et ce qu'on nous vante là, dans les élections, on dit pour la stabilité là, on ne va pas revenir sur le débat. Maintenant, vous avez vu comment on ne parle même plus, et les élections législatives, ou bien les députés ont eu ascendance sur les conseillers régionaux. Oui. Aujourd'hui, les élections régionales sont étouffées par les élections législatives. On a le sentiment dans l'opinion que c'est une élection de seconde zone. De seconde zone. Ouais. Alors que c'est eux qui peuvent vous faire des promesses. Oui. Ah oui. Au niveau des régionales. Oui. C'est eux qui parlent du développement. Du développement. Ah oui. Combien de déjà, je parle de combinaison politique. Vous voyez dans quel pétrin nous sommes empêtrés. La situation aujourd'hui, je ne sais pas quel élément de langage ou quel message. C'est pour ça que j'ai dit, pour des candidats aux législatives qui viennent nous voir et qui nous promettent de construire des routes, des écoles. Est-ce que tu as fait un distinguo? Est-ce que tu as fait un distinguo? On va dire que ce parti politique ou cette organisation votait pour nous à telle chose. C'est ça l'élément de langage qu'ils vont passer. Mais les grosses voitures, je les vois déjà sillonner. Les gros cylindrés. Ah, vous aussi? Oui, je les vois déjà sillonner. Avec des billets de banque. Ah ouais? Oui. D'accord. Et des voitures administratives. Il ne faudrait pas mettre les moyens d'État à contribution pour un parti. D'accord, très bien. Oui, Francisco Napokora. Non, mais ce qui est très important aussi, c'est que ces élections débutent, sinon la campagne débute avec la saison pluvieuse. Oui, parce que ce matin déjà, les bassins de rétention de Lomé sont mis à rude épreuve. On dit que Minamadou, c'est compliqué ce matin. Oui, moi je suis passé par là, j'ai même pris photo. Ah oui? Je suis allé même à Léo 2000. Vous en avez parlé la dernière fois dans votre parution. Oui. Vous alertez déjà le jour-là? On alertait déjà. Et c'est plein? C'est plein. Les deux bassins sont pleins, débordés. Donc, vous imaginez? Donc, ça tombe bien. Il paraît même que ce matin, pour quitter Djagboul et arriver à Lomé, il y a une partie de la route qui est... coupée en deux? Oui, donc il faut... tout le monde sillonne d'un côté. Ah, oui. Parce que l'eau a envahi la route. Oui. Voilà, donc dans les villages, il y a beaucoup d'endroits, peut-être que la pluie a commencé, donc les gens auront un peu d'eau, sinon la saison sèche, les gens n'avaient pas de l'eau dans le puits. On va voir. Donc, en fait, c'est très bien que ce soit
en cette période que ça... Tu passes à une vote sanction? Non, mais de toutes les façons, on passera... Non, de toutes les façons, le Togo passera du citoyen électeur peut-être vers l'électeur rebelle. Quand je dis rebelle, c'est pas celui qui va pas aller voter. Les gens iront voter, vont à un moment donné décider de ne plus voter les inondations, de ne plus voter voilà, les ruptures d'engrais, tout, parce que les gens en ont marre. Aujourd'hui, quand on voit avec ce qui s'est passé, cette histoire de changement de constitution, c'est une trahison des électeurs. Oui, on n'a pas élu des gens. Même quand vous voyez, même nous-mêmes, la presse. Voilà, vous prononcez un mot nouveau pour moi. Hein. Vous considérez que ce qui a été fait la dernière fois, c'est une trahison vis-à-vis du peuple? Ah oui, ils n'ont pas... Pire encore, c'est une traîtrise. Oui, c'est pas normal. Mais pourquoi? Non, parce que on ne peut pas... On ne peut pas... Voilà. Au moment où même le mandat que nous avons, le temps du mandat qu'on vous a donné, même est fini. Bien, messieurs. Et vous passez outre pour aller voter une loi. Je vais voir. Non, je pense que ce que dit Francisco Apokura par rapport aux inondations et tout ça là, il oublie les effets des changements climatiques. Quels sont les effets des changements climatiques? Moi, je ne regarde pas. Je sais qu'on va faire des travaux. Il y a des travaux. Les grands techniciens nous ont dit qu'avec les changements climatiques, nous aurons... C'est le rôle régalien d'un État. Vous venez se prévoir. On ne parlera tout ça. Vous venez se prévoir. Les travaux sont en cours. Vous venez se prévoir. Dans notre précédent numéro, nous avons écrit... Je vais donner la parole aux auditeurs. S'il vous plaît. Que ces élections, si elles sont mal organisées, vont plus radicaliser les positions des Togolais. Et on le voit quand vous écoutez les murmures. Par exemple, ce qui s'est passé, les gens ne sont plus prêts comme ça à sortir dans les rues pour courir, pour aller se faire tuer. Mais ils sont là, ils savent qu'on aura besoin d'eux. Donc ici, il ne s'agit pas de rester à la maison pour dire que vous n'irez pas voter, on va voter à votre place. Pourvu que la vérité des urnes soit proclamée. Voilà, mais allez voter votre choix. Pourvu que la vérité des urnes soit proclamée. Je vais recueillir votre avis, analyse sur le cas du Sénégal tout à l'heure, mais avant, on va donner la parole aux auditeurs. Ils ont aussi beaucoup de choses à nous dire. On a évoqué le sujet de la presse, de la constitution et les élections qui arrivent là, et puisque la campagne s'ouvre demain. Vous mettez vos casques s'il vous plaît. 92 60 81 81. On prend le premier auditeur. Allô? Oui, allô Eric. Bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur Michel à l'appareil. Monsieur Michel, comment allez-vous? Bien, et vous-même? Tout va bien, vous le voyez. Allez-y, nous vous écoutons, cher Michel. Ok, je salue tous vos confrères au plateau. Et vous salue également, allez-y. En fait, je vais me prononcer d'abord sur la question du paysage médiatique et éventuellement de toutes les pressions que subissent les journalistes. Allez-y. En réalité, je ne voudrais pas me muer en donneur de leçons, mais j'ai quand même une connaissance assez intéressante du paysage médiatique togolais. Et ce que je voudrais suggérer aux journalistes, c'est de travailler véritablement au-delà de leurs différends, puisqu'on connaît les lignes éditoriales de chacun de vous, hein, vous connaissez les auditeurs. Dès que Olivier Adia prend la parole, c'est ce qu'il va dire. Dès que Napokura prend la parole, on connaît vos lignes. On connaît, dès qu'on dit le nom, on sait qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez défendre ou pas. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais suggérer, c'est qu'il faut travailler à avoir un comportement corporatif, à défendre qui que ce soit quand il est en difficulté par rapport à la justice. Parce que nul n'est à l'abri, hein, c'est ce que je vais vous suggérer. Nul n'est à l'abri. Même ceux qui pensent par rapport à leur ligne éditoriale, qui sont en faveur de Y, qui sont à l'abri, personne d'entre vous n'est à l'abri. Et suivez mon regard. Bien sûr. Alors, l'autre chose que je vais dire, c'est au sujet de la Constitution. Mais moi, ce qui me gêne par rapport à ces, entre guillemets, éminents professeurs qui déambulent sur des médias pour défendre je ne sais quoi, c'est que, est-ce qu'ils ont un peu même cette Constitution? C'est parce que je ne comprends pas. Puisqu'on ne peut pas parler d'une chose qui n'existe pas encore. Est-ce qu'ils l'ont? Vous voyez un peu, les gens ne l'ont pas. Mais ils passent de médias en médias pour défendre une chose qu'ils n'ont pas, à moins qu'ils soient à l'origine. Ce qui est un peu aberrant, on nous dit que c'est de l'initiative d'un certain nombre de députés, que ce n'est même pas le président de la République qui est initiateur, ce n'est pas non plus le gouvernement. Mais pourquoi est-ce que les membres du gouvernement vont défendre quelque chose dont ils ne sont pas initiateurs? Pourquoi est-ce que le secrétaire, un membre de UNI, je crois, le secrétaire qui était, d'ailleurs même on l'a coupé plusieurs fois, j'ai voulu lui demander, mais il voit à quoi ce que nous subissons. Le monsieur était en direct avec vous, vous avez des coupures de courant, j'ai voulu lui demander, mais
Voilà ce que nous subissons tous les jours. Peut-être eux, ils ont des groupes électrogènes chez eux, ils ont des relais. Bref, et ce n'est pas le parti qui est porté, mais pourquoi lui aussi se promène pour défendre la chose si ce n'est pas le parti? Vous voyez un peu où se trouve l'aberration. Pour finir, je dis il faut qu'on arrête à un moment donné. Le problème du Togo n'est pas une question de régime. C'est un problème de malgouvernance, un problème de corruption. On pourra même amener un régime céleste, mais tant qu'on n'aura pas résolu à fond les problèmes de malgouvernance, de corruption, etc. On pourrait même faire venir le grand-papa de Tony Blair, de Lopez, etc. pour nous amener PND, PN quoi. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas un problème de vie. Très bien. Nous travaillons à améliorer la gouvernance de ce pays pour le bonheur de nous tous. Nous en avons tous besoin. Merci beaucoup, M. Michel. Merci pour votre contribution. Merci de nous avoir rappelé. 92 60 81 81 encore disponible. Vous pouvez nous appeler pour donner votre point de vue sur le sujet qu'on a abordé. Il y a un auditeur qui nous dit ce groupe de députés voulait faire un coup d'État au président de la République avec le nouveau régime proposé. Je l'avais dit. On va prendre le second auditeur au téléphone. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous, cher ami? Bien. Votre prénom? Monsieur Achou. Monsieur Achou, nous vous écoutons. Bon, moi, j'ai le sentiment que ce type de constitution-là est fait pour laisser quelqu'un au pouvoir. S'ils sont sûrs que ce n'est pas pour ça, on a signé dans le cadre démissionné, et on verra. C'est tout, c'est pas le problème. Aujourd'hui, si on dit qu'il quitte la politique, qui va plus se représenter, vous pensez que le Togo là, ça s'en fout de leur constitution là. Le Togo n'a rien à foutre de leur histoire de constitution. Le Togo, c'est pas la figure. Ils n'ont qu'à dire la fondation de l'émission, ils vont voir si le Togo là, quelqu'un a foutu avec constitution. Nous, on a ça dans le pays. C'est encore la fin de constitution, 5 ans, République, qui nous intéresse. Si demain, Francis dit oui, il se représente, il quitte la politique, vous allez voir. Tout le Togo va se calmer. Ah bon? Ouais. Et le problème de faim et tout ça, là, ça va être réglé, hein, c'est ça? Justement, c'est un peu difficile à faire de 5 heures pour avoir le problème de faim, de gouvernance, etc. Il faut que c'est ça qui va régler ça. C'est pas ça. Ils sont sûrs que c'est ça qui va régler ça. Il faut que la quantité, ils vont faire ça, on va voir. Merci beaucoup, monsieur Achou. Merci de nous avoir appelé. Il y a un auditeur qui nous dit pour l'affaire de rélecture n'est que de la diversion pour faire endormir la voix qui conteste le projet. Un autre auditeur qui nous dit comment peut-on comprendre que les députés ont voté cette loi à 89 sur 91 s'il n'y avait rien proposé en récompense. J'ai appris que nous on n'a pas cette information-là, même si on écoute de gauche à droite, on a de la peine à vérifier cette information. Un autre auditeur qui nous dit j'aimerais savoir pourquoi à chaque fois le nom de Alain Foka revient toujours. Il a quoi qui le concerne dans tout ce qui se passe? J'ai remarqué que depuis son arrivée au Togo, moindre chose, on le nomme dans les affaires sérieuses. Nous aussi on ne sait pas pourquoi. On peut prendre le dernier auditeur rapidement s'il vous plaît et puis on rend l'antenne. C'est promis, on va rendre l'antenne. Est-ce que c'est une constitution qui développe un pays ou plutôt des hommes qui l'animent? Allô? Bonjour. Oui, bonjour Eric, comment vous allez? Tout va bien, c'est monsieur? C'est monsieur Wilfried. Monsieur Wilfried, vous avez 1 minute rapidement. Oui, non, je voudrais voir s'il paraît que les députés n'étaient pas au nombre de 89 à voter le texte. Est-ce vrai? J'avais vérifié. Bon, j'ai lu aussi l'article de notre confrère Ferdinand Haïté. On sait que c'est un journal d'investigation maintenant. Voilà, je sais pas. Oui, on n'était pas sur place. Tout ce qu'on sait qu'il y avait eu des procurations. Donc, ce n'est pas physiquement que tous les députés étaient là. Voilà, justement. Procuration. Tous les députés n'étaient pas sur place. Il y a eu des procurations quand même. Et ça, on le sait. Très bien. Merci beaucoup, Wilfried. On va s'arrêter là. Oui, bien sûr, il y a eu des procurations, bien entendu. Les gars, on doit rendre l'antenne dans 1 minute, c'est ce qu'on me dit. On a dépassé déjà le temps. Mais le Sénégal, c'est la démocratie qui est toujours en marche. Oui, c'est un exemple qui nous séduit. Donc, démocratie et tout ce qu'on a vécu au Sénégal. Et la fin était très belle. Bon, si c'est pas une fin en soi, mais c'est voilà donc ce qu'ils nous ont donné comme leçon. Alors, un pouvoir à double tête aujourd'hui, c'est clair. Diomaye Faye qui nomme hier soir son premier ministre.
Oui, nous avons vu Vladimir Poutine et puis voilà. Medvedev qui ont réussi ça. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas réussir. À la Russe, ça va se passer au Sénégal? Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et les exécutifs bicéphales, ça existe aussi au Togo. C'est ça que nous Non, ce qu'il dit, c'est que des amis. Non, c'est bicéphale. Non, on n'a pas refusé. C'est bicéphale. Il y a l'exécutif qui est bicéphale, il y a le président de la République, il y a le Premier ministre. Oui. Maintenant, c'est en termes de pouvoir qu'on cède à l'autre. C'est tout le problème. Et puis de toutes les façons, c'est le lieutenant de Sonko. Lorsque Sonko était empêché, il l'a désigné. Cela suppose que si Sonko avait été normalement aux élections, peut-être que c'est Diomaye Faye qui va nommer. La leçon à tirer, c'est que donc il n'y a pas de souci. Le régime semi-présidentiel ne crée pas de problème au Sénégal, plutôt au contraire. Oui. Et il faut qu'on tire leçon de ça. Et il ne faut pas qu'on nous prive du droit d'élire. Oui, le président de la République. Au suffrage universel. Non, le cas Sénégal, le piment qu'on nous enlève. Le cas Sénégal nous inspire parce qu'à un moment donné, la tension était très montée. Il a fallu que Macky Sall revienne en lui-même, se mettre au-dessus de la mêlée pour voter cette loi d'amnistie qui a fait que les prisonniers là sont sortis. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Et ils ont battu campagne et aujourd'hui, ils sont à la tête du pays. Sous dossier, ils seront toujours en prison. Vous voyez? Donc c'est la tolérance, et puis l'humanisme. Et penser que nous sommes tous des enfants du pays et que nous pouvons travailler pour le pays. Merci beaucoup. Le temps est passé largement. Merci à Tcha Ibrahim, à Isidore Akolo. Merci à vous de nous avoir suivis sur la radio. J'ai Taxi FM Lomé. 12h45 dans moins 10 minutes. Le journal parle sur la radio. Je vous retrouve à 13h avec Maître Laurent. À très bientôt. Au revoir.